L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière. Mes merveilleuses pépites, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. Ce soir, nous allons encore et toujours parler d'Ayurveda de façon très concrète, en faisant un état des lieux et un partage de connaissances. Nous allons parler de l'Ayurveda aujourd'hui et plus particulièrement de l'Ayurveda en Occident. Cette médecine ancestrale a le vent en poupe depuis déjà plusieurs années, même si elle reste encore bien méconnue et que de nombreuses confusions persistent. Et d'ailleurs, un des objectifs de ce podcast, l'Ayurveda Sourire, est de dissiper les doutes, d'éviter les amalgames et de donner plus de clarté à des notions parfois très complexes. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir à mes côtés deux consoeurs qui œuvrent dans le même sens que moi et qui souhaitent justement diffuser et vulgariser l'Ayurveda pour le rendre accessible tout en conservant son authenticité. Elles sont toutes les deux praticiennes en Ayurveda et elles animent le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine qui met en lumière toutes les facettes de cette science de la vie. Bonsoir Nathalie Isseni et Lorraine Livieri. Bonsoir Gwenaëlle. Waouh, quel beau concert de voix. Alors, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous ce soir. J'ai vraiment, moi, eu un grand plaisir d'intervenir sur votre podcast, et puis je suis vraiment contente de pouvoir inverser les rôles. Je trouve que c'est agréable aussi de pouvoir être un peu de l'autre côté parfois. Exactement. C'est un beau challenge. Ouais, c'est ça. Ben oui, à force d'interviewer les gens, c'est bien aussi d'être un peu interviewé parfois. C'est ça, mais on risque quand même de te poser des questions, ça peut arriver. Des formations professionnelles. Il n'y a aucun problème, pas de souci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs en quelques mots ? Oui, merci déjà beaucoup Gwenaëlle pour ton invitation. Avec plaisir. Alors, je suis Nathalie, je suis donc praticienne en Ayurveda. J'habite dans les Landes, au bord de l'océan. J'accompagne, alors moi ma mission c'est vraiment d'accompagner les femmes spirituelles. Ce que j'appelle des femmes spirituelles, c'est des femmes qui veulent prendre soin à la fois de leur corps, de leur cœur, de leur mental et aussi du monde qui les entoure. Et donc j'utilise l'Ayurveda pour tout ça, donc toutes les techniques que tu connais bien. Et puis je partage beaucoup en ligne en fait, à travers des programmes, soit des programmes de groupe ou des programmes d'accompagnement individuel. Et voilà. Ok, super. Et moi, je suis Lorraine, donc praticienne en Ayurveda également. Je me suis spécialisée sur la santé féminine, ce qui me permet aujourd'hui de conseiller les femmes durant les différentes étapes de leur vie. Et j'accompagne plus particulièrement les femmes en pré- et post-natal. Donc, je propose principalement les consultations à distance et des formules d'accompagnement également à distance. Oui, puis en plus, tu viens d'accoucher, Lorraine. Donc, tu en octobre. En octobre, donc ça y est, il commence à être un peu autonome, mais c'est vrai que c'est tout à fait, je trouve, agréable de pouvoir proposer aujourd'hui, puis étant donné le contexte, les formules à distance pour être dans son cocon et accompagnant les femmes en postpartum, c'est toujours plus agréable d'être chez soi, dans son canapé confortable et de pouvoir avoir des conseils ayurvédiques à mettre en place au quotidien. C'est sûr. Alors justement, puisque l'Ayurveda, c'est quand même une médecine ancestrale, la plus vieille médecine au monde. Alors, quelle est la vision, à votre avis, par rapport à votre expérience avec tous ces podcasts que vous avez enregistrés ? Parce qu'il y en a déjà il y a plus de 50 épisodes, à votre actif. Et oui, le podcast Ayurveda a maintenant 2 ans. Donc, on est à plus de 50 épisodes. Là, on continue et c'est chaque 2 vendredis par mois qu'on propose des interviews sur différents sujets où on reçoit des praticiens différents et passionnants. Oh merci.
Dont toi, Gwenaëlle, tout à fait. Ah ouais, merci beaucoup, merci. Alors justement, alors quelle est, selon vous, la vision que l'on a de l'Ayurveda en Occident aujourd'hui ? La vision de l'Ayurveda, elle est un petit peu aujourd'hui, en fait, on a beaucoup la vision de quelque chose qui vient d'Inde, de quelque chose un petit peu particulier. Le nom Ayurveda, déjà, est un petit peu difficile à prononcer pour certaines personnes. Souvent, Ayurveda quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, Ayurveda, il mélange un peu les lettres. Ouais. Voilà. Mais bon, la prononciation est OK. mais c'est vrai que voilà, ça commence un petit peu à se démocratiser. Ça a un petit peu la place qu'avait le yoga il y a quelques années où on disait qu'est-ce que c'est, je comprends pas trop, je sais pas trop d'où ça vient, etc. Et aujourd'hui, l'Ayurveda est en train de prendre la même place que prend le yoga aujourd'hui, c'est-à-dire que on est en train de démocratiser ça. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire nous à travers le podcast, c'est vraiment rendre quelque chose, une science, une discipline qui est relativement complexe au départ, mais on veut pouvoir la rendre accessible au plus grand nombre et puis démystifier un petit peu les grands concepts de l'Ayurveda, les simplifier. Et montrer que c'est tout à fait adaptable à notre société d'aujourd'hui. Exactement. Du coup, là, c'est parfait, puisque c'est une très belle transition. Parce que, à votre avis, du coup, puisque vous avez vraiment, en fait, cette vision très globale sur les spécificités de l'Ayurveda et la situation de l'Ayurveda en France, est-ce qu'il faut, selon vous, adapter l'Ayurveda à l'Occident ? En fait, l'Ayurveda, c'est même pas une science à adapter. Il y a même pas d'effort à faire, puisque le concept, c'est avant tout d'observer son environnement, d'observer les éléments qui nous entourent et de s'y adapter, de s'équilibrer, d'harmoniser le tout. Donc, il y a vraiment pas grand-chose à faire, mis à part ouvrir ses yeux, ouvrir ses 5 sens, être en pleine conscience dans sa vie et de s'adapter, de connaître un petit peu les règles de base, évidemment, pour savoir quels sont les éléments qu'il faudrait avoir plus présents dans notre vie ou ce qu'il faut éviter, comment réagir face à l'hiver, le printemps, l'été, etc. Donc, c'est avant tout vraiment une médecine qui s'adapte à tous les terrains et qui est tout à fait aujourd'hui adaptée. Enfin, en tout cas, les conseils et les concepts sont tout à fait adaptables à notre société. Oui, en fait, d'ailleurs, c'est vrai que l'Ayurveda considère quand même que l'être humain est un microcosme dans un macrocosme. On est le reflet de l'univers. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est une médecine, en fait, qui n'a pas d'âge et qui n'a pas de frontières. Elle s'adapte, en fait, à tous les êtres, quel que soit leur lieu de vie, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'époque, puisque on est toujours en résonance avec notre univers de naissance et l'univers déjà de façon plus globale. Donc, c'est vrai que la question d'adaptation, en fait, elle va de soi, parce que de toute façon, en fait, comme on est toujours en interaction avec la nature, on s'adapte forcément à la nature et à ses mouvements, à ses fluctuations. Tout à fait. Et surtout, ne pas créer l'amalgame. L'Ayurveda, c'est OK, ça vient de l'Inde et du Sri Lanka, mais c'est pas. Quelquefois, on l'assimile trop à l'Inde, en fait. Souvent, la cuisine, par exemple, on pense que la cuisine ayurvédique, c'est la cuisine indienne. Non, pas spécialement, pas du tout même. Il va y avoir des choses complètement différentes. Donc, c'est pas la médecine. Ça vient d'Inde, mais c'est pas la médecine de l'Inde, quoi. C'est une médecine adaptable partout. Oui, non, exactement. C'est vrai que c'est important de faire cette petite distinction parce qu'en effet, très souvent, moi, on me donne des exemples en consultation. Mais non, j'ai pris un lassi à la mangue, des trucs, voilà. Mais un chapati au fromage. C'est ça, ouais, c'est ça, du poulet korma, je comprends pas. Alors que en fait, en soi, c'est pas forcément de l'Ayurveda en fait là. Non, exactement. Et alors donc en France, comment ça se passe en fait ? Quelle est la situation de l'Ayurveda en France aujourd'hui selon vous ? Parce que en Occident, ça commence vraiment à être bien installé, mais en France finalement, même si cette médecine est à la mode, ça fait quand même pas très longtemps qu'on parle d'Ayurveda. Ouais, ça fait. En fait, les plus anciens thérapeutes praticiens en Ayurveda, ils sont là depuis 20 ans en France. Donc, et ils sont considérés comme les pionniers de l'Ayurveda en France. Et 20 ans pour une médecine qui a plus de 5000 ans, c'est finalement pas une grande période. Donc, on va dire que vraiment l'Ayurveda
l'Ayurveda est présent en France depuis une vingtaine d'années et se démocratise vraiment ces dernières années. Il y a encore un obstacle assez important qui est le fait que ce ne soit pas, par exemple, remboursé par la Sécu, des choses comme ça, comme ça peut l'être dans certains pays comme la Suisse. Donc, il y a encore des progrès à faire pour que l'Ayurveda puisse prendre toute sa place dans notre société française. C'est vrai, hein. Du coup, cette histoire de remboursement de sécurité sociale ou même de mutuelle, c'est un vrai frein. On est tellement en fait conditionné par ça, en fait, en France, que du coup, c'est pas facile en fait pour les gens de faire le pas parfois. Puis il y a peut-être aussi cette peur un peu, hein, parce que c'est considéré un petit peu comme une médecine un peu étrange, bizarre. Il y en a certains qui pensent même que c'est ésotérique. Donc difficile. Alors c'est tout à fait complémentaire de la médecine. Ça vient pas remplacer la médecine qu'on peut nous avoir en Occident. Ça ne vient pas remplacer votre médecin de famille que vous adorez. Ça vient compléter en fait. C'est tout simplement les conseils en termes d'alimentation et d'hygiène de vie que votre médecin n'a pas le temps de vous donner. Donc c'est vraiment, on est là pour faire un rôle complémentaire. Et ça c'est important de le souligner. C'est très important de le souligner et c'est vrai que du coup ça fonctionne parfaitement bien ensemble. Il n'y a pas de dissociation à faire en soi et ça peut vraiment en fait apporter du plus dans l'hygiène de vie, dans le quotidien, le rapport à soi et puis aussi tout simplement du bon sens en fait pour apprendre à communiquer avec son corps aussi tout simplement et donc rendre justement peut-être la médecine allopathique encore plus puissante, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas à dissocier. Alors, du coup, avec ce phénomène justement d'Ayurveda qui est chaque fois plus à la mode, on voit plein d'articles dans les magazines, des tests de constitution en ligne. Est-ce que selon vous, il n'y a pas un peu des déviances? Est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre un peu là justement? Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre un peu l'église au milieu du village? Il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Quand on voit des marques de cosmétiques qui sont pas forcément très naturelles et qui tout à coup sortent des shampoings ou gel douche ou que sais-je de rituels ayurvédiques, bon, il y a des questions à se poser effectivement. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis effectivement, plus l'Ayurveda prend de place dans la société française, et plus il y a des risques de dérive. Donc il faut vraiment arriver à dissocier qu'est-ce qui est de l'Ayurveda. Quand on parle d'Ayurveda, c'est forcément des choses qui sont naturelles, des choses qui sont biologiques. On est vraiment sur des compléments alimentaires naturels, etc. Donc il faut vraiment faire attention à est-ce que la marque en question utilise l'Ayurveda pour des fins commerciales ou est-ce que c'est vraiment de l'Ayurveda? C'est vrai qu'il peut y avoir certaines dérives par rapport à ça. Idem pour les formations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont proposées qui sont des initiations. Donc c'est super parce que ça permet de faire connaître l'Ayurveda, de s'initier, de connaître les concepts. Mais il faut faire attention, on ne sort pas consultant ou conseiller consultant d'un week-end d'initiation d'Ayurveda. Les formations que l'on suit, nous par exemple, que l'on suit encore aujourd'hui, parce que c'est des longs parcours, on apprend toujours avec l'Ayurveda et il faut sans cesse se remettre en question et remettre en question ses diagnostics, sa façon de travailler. Alors nous avons suivi le programme de formation de la Gaia Veda Academy et c'est 3 ans minimum, grand minimum. Donc voilà, c'est un week-end, c'est très bien pour s'initier, pour avoir des bases, pour mettre un pied dedans. Mais si on veut se plonger dedans et accompagner derrière des personnes, il faut vraiment prendre ça sérieusement et suivre un cursus. Alors qu'il soit long, c'est pas tant ça qui donne la qualité, mais voilà, un cursus avec des personnes, des professionnels qualifiés qui ont appris l'Ayurveda auprès de Védia, donc de médecins ayurvédiques, et qui même s'entourent à travers leur formation de Védia. Exactement. C'est vrai que ça, c'est quand même très important de le souligner. Moi, on me sollicite tout le temps pour des informations sur les formations. Alors déjà, j'en profite pour dire à tous les auditeurs qui vont me poser encore la question que je ne peux pas répondre
parce que voilà, c'est très personnel aussi le choix de la formation. Moi, les formations que j'ai faites, il y en a plein qui n'existent plus. J'ai été formée dans plein de pays différents, donc c'est très compliqué de donner des références. Mais en tout cas, c'est ça, c'est une formation continue. L'Ayurveda, on est élève, vraiment même du verbe s'élever jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas du tout quelque chose auquel on peut pas prétendre en fait être praticien en Ayurveda en ayant juste un week-end de formation ou quelques heures de formation en ligne. C'est clairement pas suffisant. Être praticien en Ayurveda, c'est avoir été formé évidemment de façon assez intensive, mais aussi en fait la pratique. Je crois que c'est beaucoup la pratique, puisqu'il y a toujours la théorie et la réalité. La réalité auquel on se confronte tous les jours, c'est une médecine de la vie. L'Ayurveda, c'est un art de vivre, donc c'est aussi en le vivant qu'on peut vraiment l'apprendre. Exactement, et c'est vraiment important d'expérimenter sur soi ce qu'on va pouvoir transmettre aux autres. Et puis, comme tu dis, en formation continue, à chaque personne qu'on va rencontrer, qu'on va accompagner, c'est aussi un moyen d'apprendre, un moyen de s'élever, parce que comme c'est vraiment une médecine qui est adaptée à l'individu, à son cas unique, lorsque tu vas accompagner, lorsque j'accompagne une personne, d'une séance à l'autre, la personne a changé, puisqu'elle a mis en place des choses, etc. Donc, tu vois, il y a encore un nouvel apprentissage de comment est cette personne à ce moment-là, dans son environnement. Et donc, ça, c'est vraiment un apprentissage à l'infini, au-delà, bien sûr, de l'apprentissage théorique. Mais oui, c'est vraiment toute la vie. Je pense que je me considérerais étudiante toute ma vie. Ah, c'est certain, c'est certain. Et c'est vrai que c'est un bon exemple ce que tu as dit, puisqu'en réalité, finalement, dans notre parcours, c'est peut-être nos clients qui sont nos professeurs. Oui, tout à fait. Chaque jour, ils nous apprennent des nouvelles choses. Alors oui, c'est vrai que du coup, c'est en train de se développer pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi auxquelles il faut faire attention quand on cherche justement un praticien? Comment on peut savoir peut-être, parce que il y a quand même aussi en France, il me semble, vous allez pouvoir nous dire aussi vous qu'est-ce que vous en pensez, beaucoup de personnes en fait qui disent pratiquer l'Ayurveda mais qui n'ont pas été formées à l'Ayurveda. Il y a également en fait des masseurs qui proposent des massages ayurvédiques sans être formés à l'Ayurveda, mais qui sont formés au massage ayurvédique au même titre qu'ils seront formés au massage californien, au massage thaïlandais. Enfin voilà, comment faire en fait pour pouvoir s'orienter? Il y a plein de questions dans ta question. Ouais. Ouais, parce que pour parler plus particulièrement donc du massage, par exemple, il faut bien comprendre que dans l'Ayurveda, il y a une dimension holistique. Donc, quand on parle d'holistique, c'est le lien corps, cœur, esprit. Et donc, effectivement, dans le massage, par exemple, il faut pouvoir adapter son massage vraiment à la personne et à son cas unique, à sa constitution, par exemple. Adapter, par exemple, les huiles, le type d'huile qu'on va utiliser, les plantes, etc., à la personne. Pour pouvoir faire ça, il faut bien connaître la personne dans son entièreté, dans la globalité de son être. Donc, c'est vrai que lorsqu'on voit des praticiens de massage qui pratiquent le massage ayurvédique, mais qui n'ont pas une connaissance de toute la dimension de l'être, forcément, on se dit que ça peut pas être un massage ayurvédique réellement, puisqu'il sera pas forcément bien adapté, tu vois, à la personne. Donc ça, il faut y prêter attention, c'est vrai. Et du coup, est-ce qu'il y a peut-être des moyens de pouvoir se renseigner, des choses en fait? Après, c'est toujours bien déjà de regarder sur le site internet de la personne son parcours, tout simplement, savoir est-ce qu'elle a été formée en Inde, est-ce qu'elle a été formée par un institut en France, sur combien de temps. Pourquoi pas la contacter pour lui poser des questions également, pour savoir quelle est son approche, parce que chaque thérapeute, chaque praticien en Ayurveda va également avoir son approche, parce que, comme disait Nat un peu précédemment, on y met aussi toute notre âme, toute notre expérience, on y met ce qu'on a appliqué sur nous, ce qu'on a testé, d'où le fait qu'on est souvent spécialisé vers des branches particulières en fonction de nos affinités, en fonction de notre passé, de nos expériences, encore une fois. Donc voilà, ne pas hésiter à contacter un praticien et échanger avec lui avant de prendre rendez-vous.
S'assurer aussi qu'en termes de tarifs, il est dans les clous, parce que c'est vrai que c'est un certain coût, c'est pas encore remboursé par la Sécu, pris en charge par quelques mutuelles, mais c'est encore rare également. Donc voilà, s'assurer qu'au niveau des tarifs, c'est cohérent avec ce qu'il propose. Et puis après, laisser parler son intuition, toujours, encore et toujours, voir un peu le feeling. C'est pas parce qu'on appelle un praticien qu'on échange avec lui qu'on est obligé de prendre rendez-vous avec cette personne. Laissez-vous le choix. Il y a plein de praticiens partout en France qui aujourd'hui en plus proposent de plus en plus les consultations à distance. Donc ça donne encore plus de choix de trouver le praticien qui nous correspond. Exactement. Puis c'est important aussi de voir que les praticiens normalement ne créent pas de dépendance. Là aussi, c'est peut-être un critère aussi, c'est qu'ils rendent les personnes acteurs, actrices de leur santé. Hein. L'objectif de l'Ayurveda, c'est ça. C'est que donner les clés. C'est ça, exactement. C'est une médecine de responsabilité. Hein. D'ailleurs, c'est aussi une des difficultés que l'Ayurveda rencontre en France, c'est que en France, on a aussi beaucoup l'habitude en fait d'être accompagné et d'avoir des personnes qui nous disent exactement tout ce qu'on doit faire tout le temps. Et l'Ayurveda est là pour guider, en fait, pour accompagner aussi, bien évidemment. Mais ça donne les clés à la personne, ça la rend actrice de sa santé. Du coup, ça peut être perturbant pour certaines personnes. Et justement, en fait, rendre ce pouvoir à l'autre, en fait, au client, c'est aussi quelque part quelque chose qui devrait rassurer la personne. Puisque là, on n'est pas du tout dans un lien de dépendance. Et le lien de dépendance, en fait, c'est un peu louche. Oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment que la personne se sente responsable et actrice de sa propre santé, tout à fait. Et vous, d'ailleurs, aussi, j'imagine bien, quand vous faites tous vos podcasts, toutes les personnes que vous avez interviewées, vous les avez aussi sélectionnées. Donc, c'est aussi, en fait, un moyen peut-être d'aller aller écouter vos podcasts, aller découvrir aussi ce que vous faites. Les invités que vous avez mis en avant peuvent être aussi, en fait, votre petit annuaire personnel de recommandations de praticiens. Oui, exactement. C'est vrai que sur le podcast, plus le podcast grandit et plus on a des propositions, des personnes qui veulent venir intervenir sur le podcast. Alors bien entendu, nous, effectivement, on fait une sélection et les personnes qu'on reçoit sur le podcast sont des personnes en qui on a confiance. Et donc, effectivement, ça fait un petit annuaire. On a reçu plus de 40 invités à ce jour. Donc, ça fait un petit annuaire, effectivement. Et puis, on est aussi en train de travailler avec la Fédération française d'Ayurveda pour construire effectivement un annuaire de praticiens. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la FFA, Gwenaëlle. Je l'ai vu sur ton profil, Nathalie. Mais tu peux nous en parler, justement. C'est une très bonne occasion. Bien entendu. Donc, ce projet de fédération, il est né du fait qu'on a voulu regrouper en France, permettre de faire connaître et reconnaître l'Ayurveda en France. Donc, il y a une vraie volonté de faire reconnaître l'Ayurveda auprès du grand public, mais aussi auprès des pouvoirs publics en France. Donc, c'est né, en fait, ce projet de fédération est né il y a plus d'1 an déjà. Et les statuts ont été déposés au mois de janvier. Donc depuis le mois de janvier, la FFA a son existence officielle. Et donc les travaux qui sont menés, c'est vraiment de regrouper à la fois des praticiens, mais aussi les usagers de l'Ayurveda. Donc ça, c'est vraiment important au niveau d'une fédération, c'est que ça regroupe pas forcément des praticiens. Il y a aussi des associations, il y a aussi des entreprises qui vendent des produits ayurvédiques, aussi des usagers. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, tous ensemble, dans ce projet de FFA, on a choisi de travailler avec de la gouvernance partagée. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de la FFA, ce mode de fonctionnement, et avec de l'intelligence collective, ce qui fait que tous les projets sont vraiment menés par le collectif. Et donc, dans les projets, effectivement, il y a tout un tas de services qui sont développés par la FFA et effectivement aussi un annuaire des praticiens qui va permettre de pouvoir comprendre à qui on s'adresse. Donc voilà, avec des praticiens qui seront référencés par la FFA. Tout à fait. Super, donc là c'est vraiment une approche très très complète en fait qui touche vraiment à tous les aspects de l'Ayurveda en France.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a plein de dimensions dans l'Ayurveda en France. Il y a pas, on parle souvent des praticiens, mais il faut vraiment prendre en compte aussi les usagers de l'Ayurveda. De quoi ont besoin les personnes qui consultent en Ayurveda. Prendre en compte aussi la dimension de tout ce qui est les plantes. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de domaines dans l'Ayurveda, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ah, c'est clair. Alors du coup, selon vous, quel est l'Ayurveda rien ne va plus. L'Ayurveda m'obsède tellement, je le mets partout. Quel est l'avenir? L'avenir, oui, tout va bien. Quel est l'avenir de l'Ayurveda en France, selon vous? Comment ça va évoluer, ou comment on espère que ça va évoluer en tout cas? Autant que ça devienne tout aussi connu et pratiqué que le yoga et intégré presque dans les routines, voire à l'école, pourquoi pas, dans les écoles, ça serait génial. Et à l'hôpital aussi. À l'hôpital, exactement, dans tous les services publics aussi, pour apporter une autre dimension et soutenir tout le monde. L'idée étant que ça soit cadré, d'où la création de la FFA que vient de nous décrire Nat, éviter toutes les déviances et du coup que ça devienne vraiment un service, une médecine, en tout cas une pratique, un art de vivre adopté par tous et qui ne fasse plus peur et que chacun soit bien conscient de ce qu'il met en place en fait. Et que chacun puisse avoir cette autonomie en ayant les clés données par l'Ayurveda. Donc l'idée que ça devienne vraiment comme le yoga en fait, quelque chose qu'on puisse pratiquer partout, à toute période, quand on en a besoin, quand on en a envie et de manière personnalisée aussi. Oui, c'est vrai que ce serait super aussi si du coup les mutuelles pouvaient reconnaître un peu plus la pratique de l'Ayurveda, puisque ça faciliterait les choses aussi. Parce que c'est vrai que l'Ayurveda, c'est un apprentissage finalement de comment bien vivre au quotidien avec soi, un peu de comment se reconnecter à soi et puis communiquer correctement avec son corps. Ça prend du temps parfois et c'est vrai que ça pourrait aussi encourager un petit peu les gens à continuer à aller plus loin, peut-être aussi changer les mentalités, se dire que si jamais on veut vraiment être acteur de sa vie, de son bien-être, c'est aussi en fait un investissement sur soi et que ça tombe pas du ciel, que si jamais on ne fait rien ne se passe et que forcément des troubles et des maux qu'on a installés dans son corps, alors je veux pas culpabiliser les gens, absolument pas, mais en tout cas qui se sont installés dans le corps pendant 10 ans ne peuvent pas partir en une semaine, qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de magique ou miraculeux, même si pour moi c'est une médecine incroyable et que je n'ai même pas de mots pour décrire en fait sa puissance, que le miracle en fait c'est soi d'abord, c'est soi, c'est son action, voilà, donc peut-être aussi changer ça. Tout à fait, être conscient que c'est pareil, c'est pas en une consultation avec un praticien qui, même s'il est génial ou elle est géniale, va résoudre tous les problèmes puisque la clé reste en soi, quoi. Donc, faut pas attendre du praticien qu'il prenne les devants ou qu'il donne des recettes miracles. Le Kitchari, c'est très bon, mais il faut le faire en conscience et c'est pas toujours bon pour tout le monde. Donc voilà, être vraiment conscient de ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi que le praticien transmette à travers les consultations quelques notions théoriques qui peuvent paraître quelquefois complexes vues de l'extérieur, mais expliquer simplement, c'est important de le faire. Alors, nous, on essaye à travers le podcast vraiment de démocratiser ainsi, et toi aussi, je pense, Gwenaëlle, c'est ce que tu fais à travers ce podcast-là, de faire comprendre les concepts fondamentaux pour que ça devienne simple et facile à mettre en place. Et que les personnes, encore une fois, c'est la clé de tout, c'est qu'elles deviennent autonomes. Donc qu'elles n'attendent pas de nous qu'on leur trouve des recettes miracles à chaque fois, et voilà, qu'elles observent, qu'elles essayent, qu'elles testent, qu'elles notent et qu'elles mettent en pratique. Exactement, ça c'est très très juste. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour nos auditeurs ? Le mot de la fin, c'est prenez soin de vous, écoutez-vous, écoutez votre environnement, soyez connectés, soyez là, présents, ici et maintenant. C'est tout ce qui compte. Et écoutez des podcasts. Ah, ça c'est sûr. En plus, c'est vrai, on écoute les podcasts en faisant la cuisine, en prenant sa douche, dans la voiture, dans le métro, il n'y a pas d'excuses. C'est ça, exactement. Et on peut tellement... En fait, c'est marrant parce que
Alors, on peut apprendre tellement de choses à travers un podcast et ça peut nous changer notre journée ou notre nuit. Donc, et c'est si simple à faire. Donc, juste mettre des petits écouteurs dans ses oreilles et continuer sa vie tout en écoutant, en apprenant. Exactement. Alors, on peut évidemment retrouver tous vos podcasts sur votre site dédié, podcast-ayurveda.com. Donc, vous verrez, mes chères pépites, que c'est vraiment très complet. Il y a beaucoup de podcasts très, très intéressants. Et en plus, vous prenez vraiment le temps. Du coup, il y a vraiment beaucoup de contenu. On apprend plein de choses. Et puis, vous avez en fait un peu touché à presque toutes les facettes. J'ai l'impression que vraiment, vous avez touché à beaucoup, beaucoup de choses en fait qui autour de l'Ayurveda. Donc, et c'est pas fini. Et non, c'est pas fini. C'est illimité. C'est vrai, ça, je confirme. C'est illimité. Il y a toujours des choses à dire sur l'Ayurveda. C'est dingue. Tout à fait. On peut aussi quand même, il faut quand même le dire, on peut prendre rendez-vous avec vous pour des consultations ayurvédiques parce que du coup, c'est bien d'être animatrice, tout ça, mais vous n'êtes pas qu'animatrice du podcast, vous êtes quand même praticienne en Ayurveda, donc je le reprécise aussi. On peut prendre rendez-vous avec vous sur vos sites dédiés. Oui, tout à fait. natayurveda.com pour moi et femmeayurvédique.com. C'est ça. Et puis également... au pluriel, Femmes Ayurvédiques. Et également, pour aller encore plus loin, on a souhaité, à travers le podcast, proposer une autre forme encore de découverte de l'Ayurveda en proposant un sommet qui sera en ligne, entièrement gratuit, du 17 au 20 juin. Et ensuite, disponible en replay à travers un pack avec plein de bonus. On vous prépare tout ça. Donc, voilà, ça sera un sommet sur 4 jours sur comment se soigner soi et ses proches de manière naturelle. Super. Voilà. Et alors, comment on fait donc pour s'inscrire à ce sommet? On va où? Sur quel site? Sur vos sites? On va sur notre site internet, podcast-ayurveda.com, et il y a toute l'inscription au sommet qui se fait là. Et voilà, avec un petit mail, un prénom, un email, et on est inscrit. C'est génial. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives, donc en plus des podcasts, donc évidemment votre apport personnel avec vos consultations personnalisées, donc à distance ou en présentiel. Oui. Et puis on peut donc vous suivre donc sur natayurveda.com et puis sur femmeayurvédique.com au pluriel. Donc tout ça, en fait, mes chères pépites, comme toujours, toutes les informations sur Nathalie et Lorraine sont en description de cette émission. Vous pouvez également les suivre sur les réseaux, donc sur Facebook, sur Instagram, etc. pour ne rien rater. Et sur quoi d'autre? LinkedIn, on est partout. Mais vous êtes partout. YouTube aussi, Nathalie, j'ai vu. Oui, tout à fait. Donc vraiment, on a l'embarras du choix, aucune excuse, mais en tout cas pouvoir enrichir son cœur et ses oreilles avec le podcast, c'est déjà un très bon début. Et puis ce magnifique sommet aussi que vous préparez à absolument découvrir pour pouvoir se plonger, se baigner dans l'Ayurveda et encore une fois sous plein d'aspects différents pour une santé au naturel, un bien-être au quotidien. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Est-ce qu'il y a d'autres actualités, des choses que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs? Je pense que c'est déjà pas mal là. Il y en a toujours, tu sais, on a toujours des projets plein la tête, plein le cœur surtout. Donc, il y en a d'autres qui vont arriver. Pour l'instant, on se consacre vraiment au sommet qui est beaucoup de travail et on a fait ça avec tellement de joie. On a vraiment hâte de le proposer. Et puis après, la suite arrivera en temps voulu. Bon, en tout cas, vraiment à suivre et vraiment vous suivre. Encore une fois, je répète que ces podcasts sont super. Ce sommet sera extraordinaire et que vraiment, quand on est dans le don, la générosité et qu'en plus on y met de la joie, alors là, c'est là où il y a les étincelles de magie qui opèrent. Et du sourire, toujours. Du sourire, toujours du sourire. Alors, mes chères pépites, en tout cas, en ce qui concerne l'Ayurveda Sourire, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi en présentiel ou à distance. Toutes les informations sont sur mon site internet www.mihira-ayurveda.com. Mihira, c'est M-I-H-I-R-A. Vous pouvez également découvrir mon livre « L'Ayurveda Sourire quand la joie du cœur et la santé du corps » aux éditions Marie-Claire en version papier et en livre audio sur Audible.
Et puis bien sûr, suivre toute mon actualité, toute l'actualité de l'Ayurveda Sourire sur les réseaux sociaux via Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A Ayurveda. Un immense merci Nathalie et Lorraine pour ce moment passé ensemble. Merci à toi Gwenaëlle, c'était très chouette. Merci pour ton invitation. Avec grand plaisir, vraiment merci d'être là et merci d'œuvrer pour la vulgarisation et la diffusion de l'Ayurveda de façon authentique et joyeuse. Et merci mes superbes pépites pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires et surtout, rappelez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À bientôt. L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.